Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc on poursuit notre lancée à propos de cette discipline qu'est la jurisprudence des relations. Et aujourd'hui on va traiter un cas particulier, à savoir le cas d'une sœur qui souffre d'une relation avec un homme qui ne lui donne pas de tendresse, pas d'affection et qui a tendance à l'effacer. D'emblée, nous lisons la question. Assalamu alaikum. J'aimerais savoir si vous avez traité dans une de vos vidéos le trouble de la personnalité obsessionnelle compulsif. Je pense avoir identifié cette caractéristique chez mon mari. J'en souffre énormément. J'ai écouté plusieurs de vos vidéos et je pense être inconsciemment une équilibreuse. Seulement, je n'ai plus la patience. Vos vidéos m'ont fait comprendre énormément de choses, barakallahu fik. J'ai 20 ans de mariage et des enfants. L'unique raison qui me fait patienter, c'est que mon mari est assidu dans sa pratique religieuse. J'avais des sentiments et j'avais des idéaux élevés. Et je suis passé par toutes les interrogations possibles et solutions jusqu'à penser qu'il soit un pervers narcissique. Voici son profil. Contrôlant, rigide, têtu, orgueilleux, maniaque, excessif. Ne prend pas en considération ses besoins personnels et ceux des autres. Manque d'empathie en aparté, à l'extérieur, très sociable. Empathique, d'où mon doute qu'il soit un pervers narcissique. Ce qui me perturbe, c'est qu'il est très pratiquant, c'est un salafi. Mais niveau réforme du cœur, qualité morale, il y a un paradoxe. Toujours en aparté, à l'extérieur, rien à dire. Il est dominant, il veut tout maîtriser, contrôler dans le moindre détail. Finances, courses, mes lectures, mon temps libre, les banalités, c'est étouffant. Infantilise, rabaisse énormément, vulgaire. Je précise que je suis pratiquante et que depuis 20 ans, j'ai été plutôt docile mais en souffrance. Car en plus de cela, il est froid, donne peu d'affection, tendresse, même sexuellement parlant. Il a une enfance carencée, il a appris à 30 ans que ses parents n'étaient pas ses parents biologiques, c'était son oncle et sa tante. D'où ma compassion au début et ma patience à son égard. Il m'a fatigué. Donc je vais essayer de répondre à cette sœur d'abord avec une réponse générale, ensuite on va essayer de traiter le cas particulier. En introduction, il est triste de voir que vous êtes nombreux et nombreuses à souffrir dans votre relation amoureuse, dans votre relation de couple. Et malheureusement, pour beaucoup d'entre vous, ce sont les circonstances qui vous poussent à patienter. Normalement, une alliance doit s'alimenter, s'auto-alimenter par elle-même. Par l'amour. L'amour doit être la sève qui doit nourrir votre relation. Malheureusement, très souvent, ce sont des circonstances qui poussent le conjoint ou la conjointe à rester avec son partenaire, à savoir la famille, la situation sociale, les enfants. Et ceci pousse les personnes à ne pas être épanouies par leur vie de couple, à souffrir, voire pour certains. Donc, le premier des conseils, c'est la prévention. La prévention, la prévention. Choisissez bien votre conjoint. Si on doit faire du profilage, c'est en vue d'éviter de faire un mauvais choix. Il est inutile de faire du profilage pour du profilage. Le profilage doit être un moyen. À la base, le profilage est une discipline qui est censée vous aider à régler une problématique. On ne fait pas du profilage pour le profilage. On doit faire du profilage en vue de régler une problématique. Donc cette discipline-là doit être une discipline qu'on doit prendre comme un moyen, pas comme une finalité. C'est une innovation que de prendre le profilage comme une finalité, à savoir, je vais voir une personne pour me profiler. Non. C'est en vue de régler une problématique. Et là, pour ce qui concerne le mariage, il est nécessaire de savoir avec qui vous allez vous engager pour savoir si vous avez les capacités à rester avec une personne. C'est important de le savoir. Très souvent, les questions que je propose aux personnes qui veulent s'engager dans un projet de mariage, c'est qu'est-ce que tu attends du mariage? Est-ce que la personne en face peut te le donner? Et si elle n'a pas, elle ne peut pas te les donner, est-ce que tu as la capacité de patienter? 3 questions. Qu'est-ce que tu attends du mariage? Est-ce que la personne en face peut te donner ce que tu attends? Et si elle ne peut pas te le donner, est-ce que toi tu peux patienter? En dehors du fait qu'il est probable que la personne en face soit une personne troublée dans la personnalité. Avez-vous les capacités de patienter avec une personne ayant un trouble de la personnalité? Donc, la prévention. Là, il n'est pas question de prévention puisque la personne a 20 ans de mariage. Donc, 3 solutions se présentent à elle.
Après, je vais dire quel est le profil de l'époux. La première des solutions est la patience, pour éviter de briser une famille, car il est important de penser aux enfants. Donc s'il y a possibilité de préserver la famille, tâchons de choisir cette option, la patience. Mais une patience n'est utile qu'à la condition qu'elle nous élève. Il faut qu'elle soit bénéfique. Il faut que la patience nous élève. Il ne faut pas qu'elle nous consume. Donc on peut patienter qu'à la condition que cette patience-là nous élève. Donc il ne faut pas qu'une personne en abuse. Quand vous avez une personne en face de vous qui abuse de votre patience et cette patience-là vous consume, elle n'est pas bénéfique. Elle est négative. Donc il est important de préciser qu'il existe une patience positive et une patience négative. La patience positive, c'est celle qui vous élève spirituellement, celle par laquelle vous réformez la personne qui est en face. La patience négative, c'est celle qui vous engouffre spirituellement et c'est celle qui profite à la négativité de la personne qui est en face. À l'exemple de la personne affectée par le syndrome de Stockholm qui va patienter la perversité de son bourreau. Donc, la patience, si cette dernière est positive, si vous avez en face de vous quelqu'un de reconnaissant. On ne peut pas patienter l'handicap comportemental ou la laideur comportementale d'une personne qui n'est pas reconnaissant vis-à-vis de votre patience et qui peut en abuser. C'est difficile. Bon, ce qui est délicat pour le cas qui concerne la sœur, c'est qu'on a affaire ici à une personne vérifiant les caractéristiques du sociopathe. Mais on va traiter ça juste après. La deuxième solution, c'est le divorce. À partir du moment où votre patience est négative, dans le sens où vous vous consumez, plus le temps passe, plus vous vous ruinez spirituellement jusqu'à avoir des idées suicidaires, etc. Et la personne en face en abuse, donc dans ce cas-là, oui, il faut que le divorce soit posé sur la table. Parfois, le divorce est la solution, même pour les enfants. Il y a des enfants qui souffrent de voir des parents rester ensemble quand leur unité détruit l'ambiance du foyer jusqu'à les perturber mentalement. Donc parfois, il y a des enfants qui demandent le divorce de leurs parents pour pouvoir vivre en paix quand ils souffrent justement de déchirure et de toxicité dans un foyer où on réunit des personnes qui n'ont rien à faire ensemble. Seconde solution, le divorce. Et troisième solution, quand vous ne pouvez pas patienter et que vous ne voulez pas divorcer, alors prenez de la distance. Que l'époux vive ici et que l'époux vive dans un autre endroit. Vous ne divorcez pas et vous sera épargné la difficulté de vivre dans la proximité avec une personne plus ou moins toxique. Bien sûr, il va y avoir d'autres carences, mais ça peut permettre au couple de tenir quand justement vous avez construit un foyer et que vous voulez préserver justement cette famille. Donc maintenant, pour ce qui concerne le profil, votre époux n'est pas un pervers narcissique. À partir du moment où c'est quelqu'un de pieux, c'est quelqu'un de fidèle, donc j'ai pas lu la question, enfin tout entière, la lettre, mais l'époux est effectivement fidèle et loyal. On ne peut pas dire d'une personne fidèle qu'il est pervers narcissique. On parle de perversité narcissique, en tout cas pour la définition que nous avons, à savoir la personne qui est dédoublée dans le visage. C'est une personne qui se nourrit de la tromperie. Donc il a besoin de tromper et il a besoin justement de faire du mal en parallèle d'une relation qu'il a avec une personne qui est bien. Donc votre mari n'est pas un pervers narcissique. Par contre, il a la caractéristique d'un sociopathe. Pourquoi ? Parce que, quand vous allez dans son sens, il vous efface. 2, si vous n'allez pas dans son sens, il y a conflit. Ce sont les 2 caractéristiques par lesquelles on reconnaît un sociopathe. À savoir, quand vous allez dans son sens, il vous efface. Vous devenez un sujet. Lui, c'est le roi, le prince, et vous devenez un esclave. Si vous n'allez pas dans son sens et que vous
heurter la conception qu'il a de l'ordre, il rentre en conflit avec vous. C'est pourquoi on reconnaît les sociopathes au fait qu'ils génèrent de la répugnance et qu'ils sont associables. C'est-à-dire que quand ils nouent des relations, c'est très souvent superficiel. Dès qu'on se rapproche de eux, ça explose, il y a du clash. Directement. Parce que ils ont une conception de l'ordre et toute personne qui perturbe cette conception de l'ordre, le sociopathe rentre en conflit avec eux. Et généralement, l'origine de la sociopathie est effectivement une carence affective durant l'enfance. Votre mari a souffert de ne pas avoir ses parents. Et même s'il a été trompé par son oncle et sa tante, qui se sont fait passer pour ses parents biologiques, ça se sent. La privation d'un amour maternel, naturel, se sent. Et donc, il y a sûrement eu aussi un traumatisme à l'âge de 30 ans quand il a appris que ses parents n'étaient pas ses véritables parents biologiques. Donc, la carence affective qui peut aller jusqu'à la violence, parce que ne pas donner d'amour à un enfant, c'est être violent à son égard. Et vous avez carrément des parents qui sont violents au premier sens du terme. Et donc, il y aura une tendance à générer un sociopathe, parce que dans la sociopathie, il y a justement cette notion de reproduction de schéma. Un parent sociopathe traumatise son enfant par une privation d'affection ou de la violence, et ce dernier, des conséquences de l'image positive qu'il peut avoir de son parent, va répéter le schéma, etc. etc. Donc, très souvent, je parle des règles générales. Donc il est difficile de vivre avec une personne sociopathe. Alors je précise qu'il y a plusieurs degrés dans la sociopathie, en fonction de la spiritualité de ce dernier. Quand vous avez un sociopathe qui est humble, il va faire du mal à personne, il va juste se renfermer et se consumer lui-même. Mais il va faire du mal à personne. Quand vous avez un sociopathe qui a de l'orgueil, de la vanité, là naît les fameuses maladies spirituello-comportementales, comme l'érotomanie, comme la mégalomanie, comme la psychopathie, voilà. Donc la sociopathie, c'est l'un des troubles les plus difficiles. Et généralement, il résulte d'une malédiction qui fait que les personnes ne pourront pas nouer des relations intimes. Dès qu'à proximité, c'est soit on efface la personne en face, soit on la traumatise par des conflits à répétition et des conflits qui rabaissent, etc., etc. Donc, ce n'est pas un pervers narcissique. Pourquoi ? Parce que tant que la relation est superficielle, il ne va pas avoir activation du trouble. C'est uniquement dans l'intimité que le trouble s'active. Et croyez-moi, c'est l'un des troubles les plus lourds. Parce que, à la différence du borderline qui peut incarner votre qarine uniquement lors de la colère, le sociopathe, il peut réceptionner votre qarine de manière constante. Votre qarine, votre ennemi intime, s'incarne en lui, d'où le fait qu'il va avoir des paroles blessantes, des paroles qui vont vous pousser à perdre la confiance en vous. Donc, c'est triste, mais normalement, c'est lui qui a besoin d'une réponse, c'est lui qui a besoin d'une thérapie, et la sociopathie peut se guérir.